Je suis très heureux de vous accueillir ici, aujourd'hui, à BIMworld, pour un sujet qui est ô combien important, le sujet de la gouvernance de la donnée. À cet effet, je suis heureux d'accueillir Christian Rosier, administrateur de la Data Governance Alliance, dont on va parler plus tard, Ronan Bélier, directeur du développement pôle énergie, fibre énergie, vie, Laurent Schmitt, président de DG4Grids, et Jérémy Bellec, président de Spinalcom. Alors, pourquoi parler de la gouvernance de la donnée? Et pourquoi parler de la gouvernance de la donnée à BIMworld Low Carbon Solutions? Eh bien, la gouvernance de la donnée s'invite dans le sujet de notre société d'une manière générale. La donnée ou le numérique, aujourd'hui, est, je dirais, ubiquitaire. Il est partout. Il s'est développé dans les 20-30 dernières années et en fait, il est dans notre vie quotidienne. Cependant, on n'a pas changé la société, on n'a pas changé notre modèle d'organisation. Et on ne s'est pas posé la question comment on gère cette donnée. Comment on va bâtir notre société, bâtir nos modèles, notre cadre juridique, réglementaire autour de cette donnée. En fait, la gouvernance de la donnée est au cœur même de la gouvernance de notre société. On voit bien qu'aujourd'hui, si on parle du bâtiment, de la ville, c'est complexe. Complexe d'accéder à la donnée, de qualifier la donnée, d'avoir une approche à la fois micro, macro, transversale. On voit qu'en fait, on est resté dans des modèles très verticaux, très silotés, avec difficulté d'accéder à la donnée, avec des acteurs qui n'ont pas du tout envie de partager la donnée. Pourquoi je partagerais une donnée alors que c'est moi qui ai financé l'infrastructure? Elle m'appartient. Mais est-ce qu'elle m'appartient vraiment? C'est la question. Aujourd'hui, on est aussi face à des vraies problématiques environnementales, sociales, économiques, sécuritaires. On ne peut plus se permettre, dans les bâtiments, sur les territoires, de multiplier les infrastructures numériques pour aller capter de la donnée, pour opérer un service qui va être unique sur une verticale précise. Il faut absolument mutualiser ces infrastructures. Quand on voit le poids carbone ou la consommation énergétique ou même le coût d'une infrastructure numérique, on ne peut pas se permettre d'avoir X infrastructures pour X services. C'est plus possible. D'où la nécessité de partager la donnée. Mais si on parle de partage de la donnée, quelles sont les conditions économiques, questions juridiques, et puis quelque part, quelles données? Quelles données qualifiées? On ne va pas partager toutes les données. On va partager les données qui seront utiles, les données qu'on va appeler plus d'intérêt général. Alors, pour accompagner cette mutation de société, puis cette mutation aussi de nos métiers autour du numérique, alors qu'il y a 12 ans, j'avais créé, avec Serge Lemaine, la Smart Building Alliance for Smart Cities, qui a donné lieu à des cadres de référence comme R2S, R2S Connect, BIM for Value, etc., etc. Je me suis posé, sur la fin de mon mandat, cette problématique de la gouvernance de la donnée. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que cette problématique, elle n'est pas unique au bâtiment ni au territoire. Elle est transversale, elle concerne notre société. Elle concerne aussi bien le bâtiment, mais elle concerne aussi, pourquoi pas, la santé, pourquoi pas le traitement de l'eau, pourquoi pas le traitement des déchets, pourquoi pas même l'éducation, etc., etc. Or, je me suis rendu compte qu'aucun homme politique ou on en parlait, ou même institutionnel, ou très peu, ou de journalistes ne parlaient de cette problématique de la gouvernance de la donnée. C'est pourquoi j'ai pris la décision avec un certain nombre de personnes de
d'abord de quitter la Smart Building Alliance qui va vivre et qui vit sa propre vie, et tout à fait légitime, de quitter cette association pour me consacrer à ce sujet et de créer une nouvelle organisation qui s'appelle la Data Governance Alliance. Mais pourquoi? Pour des citoyens ou communautés de citoyens éclairés, ou plutôt responsables, car éclairés, car informés. Donc Data Governance Alliance for Smarter Citizens. Je reviendrai là-dessus en fin de discussion, mais désormais je souhaite lancer le débat avec nos invités sur déjà, dans le bâtiment, dans la ville, et plus particulièrement si on parle du carbone, de l'énergie, quel est le constat? Quel est le constat sur les données? Quel est le constat sur comment aujourd'hui on accède à ces données et comment on résout ces sujets? Alors tout d'abord, pour commencer, je vais donner la parole à Jérémy Bellec, qui va nous donner déjà une première... Ah non, à Christian Rosier, pardon, qui va nous donner déjà un petit peu le constat et l'état de l'art. Où en sommes-nous? Oui, bonjour. Donc moi, je vais être assez bref, moins stratosphérique qu'Emmanuel. En fait, quatre points. Nous, on accompagne beaucoup d'acteurs à l'échelle du patrimoine. Et qu'est-ce qu'on voit? Le système d'information pour gérer un actif patrimonial, que j'ai 50 bâtiments ou que j'en ai des milliers, il est souvent structuré avec beaucoup d'outils, métiers, pour assurer la maintenance, la programmation pluriannuelle des travaux, faire du suivi d'obligations réglementaires, gérer le management de l'énergie à l'échelle du patrimoine. Point de suspension, il y a beaucoup d'outils. Et on a aussi beaucoup d'Excel. Voilà. Et donc, finalement, on a des systèmes qui est complètement éclatés. La notion de système centralisé autour de la data patrimoniale, ça n'existe pas. D'accord ? C'est une réalité. Ce qui veut dire que finalement, on recrée des modèles de données un peu de partout. Et un modèle de données sur un tableau Excel, ce n'est pas d'une pertinence extraordinaire. D'accord ? Donc, voilà. Donc, en termes d'efficience, en termes de pertinence, je ne vois pas comment on peut faire une stratégie carbone digne de ce nom avec ça. Deuxième élément, si ça passe, Emmanuel. Voilà, merci. En fait, on observe aussi une inflation, et je pense qu'on n'est pas dans un modèle actuellement qui dit le contraire, des tableaux de bord, des KPI, dans lequel finalement, pour alimenter ces KPI et ces tableaux de bord, bah en fait, on a besoin de petites mains, d'accord? Et donc, on va chercher, voilà, toi, tu vas passer 2 jours par mois à récupérer ces données. Et tous les gens que je rencontre dans les organisations me disent, bah ouais, ce mois-ci, j'ai passé 1 jour, 2 jours à faire ça. Voilà. Donc, on voit bien là aussi qu'on construit des tableaux de bord de manière manuelle, pour l'essentiel. Hein. On a beau avoir un super Power BI au-dessus, la réalité du dessous, elle est moins spectaculaire. Ensuite, à l'échelle du bâtiment, là c'était plutôt le patrimoine. À l'échelle du bâtiment, qu'est-ce qu'on voit? Bah, on a des approches qui sont très silotées, dans lesquelles, pour répondre à des besoins fonctionnels, je travaille sur l'énergie, je travaille sur la qualité de l'air, etc. Je reste dans des modèles très silotés. Et là aussi, pas de partage de la donnée. Et enfin, je crois qu'Emmanuel a beaucoup de mal avec ses piles. Voilà. On a finalement, à l'échelle du patrimoine, pour pouvoir remonter et connecter des données, très peu de solutions. Et quand on a des solutions, elles ne sont pas homogènes. J'ai déployé X capteurs LoRa pour remonter des données de qualité de l'air. J'ai pris un opérateur de télérelève pour faire de la remontée de température. Un autre opérateur de télérelève pour faire... Voilà. Et finalement, on a ça. Alors effectivement, je passe la parole à Jérémy. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est atomisé. On a des données partout, avec des acteurs différents. Et pour aller chercher ces données, ça devient un vrai casse-tête. Et là, on va se poser la question. Donc là, on a dit que c'était atomisé, mais c'est aussi atomisé en termes de qui a besoin de la donnée. Si on regarde un bâtiment, il y a des gens qui le possèdent, les propriétaires, il y a des gens qui l'occupent, les occupants, les locataires, il y a des gens qui le maintiennent, des facility managers, des gestionnaires de la maintenance, il y a la collectivité locale ou l'État qui aimerait bien avoir qui pose une réglementation. Et finalement, tout cet écosystème autour du bâtiment a besoin de données.
Et aujourd'hui, il y a un bail dans lequel on échange des données financières entre le locataire et le propriétaire. Il y a des remontées d'informations sur des bilans financiers dans lesquels on remonte au niveau de l'État et de la réglementation des notions financières. Il y a des contrats qui fait que le prestataire va remonter des données, mais finalement, il y a un nouveau problème qui se pose aujourd'hui, c'est que le bâtiment produit énormément de données, mais on ne le maîtrise pas. On parle de téraoctets de données. Voilà, on parle de téraoctets, on parle de données, des millions de données par jour qui sont créées par le bâtiment lui-même, par ses systèmes de maintenance, par sa GTB, par ses systèmes de contrôle d'accès, de sécurité incendie, etc. etc. Jusque-là, ces données, finalement, on ne les regardait pas ou peu. Enfin, elles servaient à la maintenance. Aujourd'hui, il y a une nouvelle contrainte qui est la contrainte ESG. C'est-à-dire que l'État, l'Europe, la réglementation commence à vouloir des remontées de données énergétiques, la consommation énergétique. Je dois, pour répondre aux problématiques de taxonomie européenne, faire un bilan carbone. Tout ça, ça demande des données qui sont physiques. Des données qui n'étaient pas échangées avant et que les gens ne maîtrisent pas. Et des données qu'on ne sait même pas récupérer. Je vais vous donner un exemple. Je suis locataire, je dois faire mon bilan carbone, je dois obtenir mes données de consommation qui viennent par exemple des capteurs du bâtiment pour essayer d'avoir un détail de consommation et d'occupation. Le problème, c'est que les données de consommation sont dans un système de gestion énergétique qui appartient au propriétaire. Je demande au propriétaire, il me dit non, pas parce qu'il veut pas, au fait il me dit non parce qu'il n'en sait rien. Il ne sait même pas qu'il a tout ça, il ne le maîtrise pas. Voilà. Et au fait, personne n'est responsable. Et personne n'est responsable, mais tout le monde critique parce que finalement, les données de consommation énergétique, elles appartiennent à qui? Au locataire ou au propriétaire? C'est quand même les données du locataire. Je sais combien lui consomme. Des données d'occupation qui viennent des capteurs de la GTB qui appartiennent au propriétaire, elles sont au locataire ou elles sont au propriétaire? C'est des données de présence des salariés du locataire, mais dans un système qui appartient au propriétaire. Et donc il y a énormément de problématiques qui fait qu'aujourd'hui, concrètement, on ne sait pas à qui on demande les données, on ne sait pas qui maîtrise les données, on ne sait pas comment les comprendre, on ne sait pas là. Et ça, c'est une vraie problématique de comment on partage les données avec l'ensemble de l'écosystème. Peut-être, Laurent, tu veux ajouter peut-être quelque chose, parce que toi qui as cette expérience au niveau de l'énergie, c'est encore plus précis. Ouais. Donc effectivement, moi je viens d'un background qui n'est pas du tout le monde du bâtiment, mais vraiment le monde du système énergétique. Et j'ai travaillé ces 4 dernières années avec la Commission européenne sur comment atteindre une trajectoire crédible pour 2050 en termes de décarbonation. Et finalement, il y a trois grandes leçons de l'exercice qu'on a réalisé à l'époque. La première, c'est qu'il faut multiplier par 4 le déploiement des énergies renouvelables. Donc on va parler bien évidemment d'éolien offshore et de solaire en toiture. Le deuxième, c'est d'augmenter la flexibilité des infrastructures. Pourquoi? Parce que le réseau électrique il va être congestionné. Donc ça veut dire que le bâtiment il va besoin d'interagir de manière dynamique avec son écosystème. Et le troisième élément, le plus important, et c'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre la Data Governance Alliance, je ne suis pas encore complètement habitué, c'est mettre le consommateur au centre de toutes ces décisions avec ces données. Donc la Commission a fait des normes et des règles absolument géniales qui vont nous tomber dessus dans les 2-3 ans qui viennent, avec en particulier un concept qui s'appelle la communauté d'énergie, la communauté d'autoconsommation. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Et donc qui va obliger finalement l'usager de sa propre maison ou du bâtiment à interagir avec d'autres usagers et de prendre finalement le contrôle de son énergie au travers de ces données. Et donc là, ça repose clairement la question de comment donner le pouvoir aux usagers au travers de leurs données, comment gérer le consentement de l'usager en termes de partage de l'information et comment rendre tout cet écosystème interopérable. Et tout ça à des fins de pilotage énergétique, d'optimisation qui vont au-delà de l'échelle d'une infrastructure et d'un bâtiment. Oui, en fait, on voit qu'on arrive dans une hybridation des réseaux et aussi des usages. Et donc, forcément, ça apporte beaucoup de complexité. Et cette complexité, elle ne peut passer que si on a aussi une gouvernance locale pour orchestrer au plus proche des besoins et adapter au mieux les besoins avec la production à la fois locale et centrale. Alors, quelle solution? Parce qu'en fait, c'est bien de poser le problème, mais maintenant, il faut se poser les questions. Alors, les solutions, je vous rassure ou pas rassurer. Aujourd'hui, s'il y a une association qui est créée, c'est parce qu'en fait, on est là pour poser les problèmes et trouver des solutions ensemble par cas pratique.
Mais déjà, vous allez voir qu'on a des réflexions et qu'il y a non seulement des réflexions, il y a des solutions techniques ou des embryons de solutions techniques. Et puis, il y a déjà des cas pratiques qui sont en cours ou qui sont en préparation. Alors, Jérémy, je te laisse la parole. Pour revenir sur le problème de je demande les données à qui je les demande, et pour faire le lien avec le salon auquel on est, BIM jumeau numérique, à quoi ça sert finalement de rendre un bâtiment intelligent, de lui associer son jumeau numérique ? Peut-être parce que finalement toutes les informations sur le bâtiment dont j'ai besoin, plutôt que de les demander soit au propriétaire, soit au locataire, est-ce que je ne pourrais pas les demander au jumeau numérique du bâtiment ? Est-ce que ce n'est pas le bâtiment qui devrait fournir aux collectivités locales et à l'État, aux propriétaires, aux locataires, aux mainteneurs, les données dont l'ensemble de ces personnes ont besoin? Et ça pose des questions techniques, et on s'est posé ces questions techniques là en mettant en place le jumeau numérique, le bâtiment digital, le Building Operating System, c'est-à-dire des solutions techniques. Mais à partir du moment où ces solutions techniques arrivent, on se dit, mais tiens, j'ai rendu le bâtiment intelligent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bâtiment devient potentiellement une personne morale, comme une entreprise qui est propriétaire de ses propres données et qui est capable de les fournir à d'autres. Et donc, on va avoir des contrats de partage de données demain, potentiellement, entre les différents acteurs et le bâtiment. Et ça devient très intéressant parce que d'une réflexion technique sur comment je partage les données avec tout le monde, on arrive sur une réflexion juridique qui a la propriété des données. Est-ce que le bâtiment, en tant que personne morale, peut avoir la propriété des données? Et ça veut dire quoi, avoir un bâtiment comme une personne morale? Et c'est super intéressant parce que ça veut dire que maintenant, on commence à rentrer dans un cadre où on discute avec des juristes, où on discute plus que technique. Et le jumeau numérique devient un outil technique pour la bonne gouvernance des données, et on va englober ça par autre chose qui sont du contrat, du contractuel, du juridique et bien sûr du financier derrière. Merci Jérémy de poser cette question, parce que c'est une question, ce n'est pas une affirmation, mais je pense qu'effectivement, à l'heure du numérique, à l'heure du digital et de la digitalisation des bâtiments, des territoires, il est fondamental d'accepter de pousser les lignes, de se reposer des questions. Ce n'est pas parce que notre société a un cadre juridique, un cadre réglementaire tel qu'il est aujourd'hui, qui nous a amené où on en est, qu'on va le garder ou qu'on ne va pas l'aménager au vu du numérique. Au vu du numérique qui permet d'avoir cette vision transversale et de créer en plus un double numérique. Un double numérique du bâtiment, un double numérique du territoire, un double numérique de nous-mêmes. Il faut absolument, à partir du moment où on a compris ça, effectivement, il faut reposer les questions à la fois juridiques et économiques. Merci. Alors, on va continuer sur les interrogations ou les solutions autour de ces interrogations. Sur la vision, les solutions. Là, j'ai juste mis un arbre. L'arbre, il représente finalement la convergence de la donnée. En partie basse, c'est les racines. C'est tout ce que vous avez dans un bâtiment, les capteurs, les actionneurs. L'idée de principe, c'est de se dire, si je peux faire converger la donnée dans un seul tronc d'arbre, qui devient le réseau fédérateur des données du bâtiment, ça va permettre à ce que mes branches, qui représentent les services, y poussent. D'accord ? Donc, l'association SBA a monté le cadre de référence R2S. Il est très structurant pour ça et j'invite finalement à s'appuyer de ça dans notre logique. Emmanuel, on va aller vite, donc je vais essayer. Voilà. Vous retenez cette image-là. Ensuite, voilà, merci. Là, finalement, vous avez mon arbre, je l'ai repris là. Voilà. Donc ça, c'est un objet sur un bâtiment. Mais la réalité, tu vas un peu vite, mais c'est pas grave. La couche basse, c'est quoi ? C'est en fait tout mon patrimoine. Et mon patrimoine, il n'est pas fait uniquement d'un superbe arbre dans lequel je suis arrivé à monter un réseau fédérateur. Il est fait de quoi ? De bâtiments qui n'ont pas d'instrumentation. Il est fait de bâtiments qui ont des objets connectés isolés. Il est fait de bâtiments qui ont des GTB, des automates. Voilà. Donc la réalité, c'est plutôt ça. Et donc il va falloir qu'on amène une stratégie de gouvernance et de collecte des données à cette échelle-là. Il n'y aura pas de transformation digitale du bâtiment si on n'attaque pas ce sujet-là. Je peux toujours faire l'objet merveilleux d'un très beau bâtiment qui est un superbe tronc d'arbre, mais il va falloir qu'on implante des troncs d'arbres de partout sur les bâtiments. Et sans doute de manière progressive, pour des raisons économiques. En dessus, je vous parlais de patrimoine tout à l'heure. Je vous disais, on a des métiers qui sont éclatés, programmation de travaux, maintenance, etc. Il faut amener une stratégie de gouvernance et de construire le système d'information patrimoniale. Et on voit bien à travers les flèches
que mes flèches, elles disent les données, elles ne vont pas s'arrêter à l'échelle du bâtiment. C'est une vue de l'esprit, ça. Je ne vais pas uniquement délivrer des services à l'échelle du bâtiment. Je vais aussi avoir besoin de ramener une partie, pas toute, mais une partie des données dans une échelle qui est patrimoniale. Et donc, il va falloir qu'on soit capable de construire des systèmes qui montent les données en couches et qui les descendent. Et puis, je ne vais pas aller sur le territoire parce que peut-être qu'on en parlera un peu après, mais on trouve la même chose. Il n'y aura pas de stratégie énergétique si on n'est pas capable de faire transiter, pas toutes, mais certaines données de ces couches-là. Ça veut dire que finalement, il ne faut pas construire une gouvernance de la donnée, mais sans doute des gouvernances de la donnée à des échelles qui ne sont pas les mêmes. À l'échelle d'un bâtiment, le siège social, peut-être qu'il a besoin de sa propre gouvernance autour de son bâtiment. L'échelle du patrimoine aussi, et il doit y avoir une cohérence. À l'échelle de tout mon système d'information patrimoniale, là aussi, et à l'échelle du territoire. Voilà. Et en fait, la gouvernance de ces données, c'est-à-dire les modèles de données, la manière dont on maintient à jour les données, la manière dont on les partage, etc., il faudra que tout ça, ça soit vu. Et cette vue-là, aujourd'hui, je peux vous garantir qu'il y a un paquet d'acteurs qui sont détenteurs d'actifs. Quand on leur montre ce schéma-là, ils disent « Waouh, on est en train de faire plein de conneries, on va revenir à une échelle globale parce qu'on est en train de mettre... de semer beaucoup de choses à droite à gauche sans avoir de vision globale. Voilà. Merci Christian. Et pour aller dans ton sens, c'est vrai que moi qui suis élu dans ma ville, en charge du numérique, et je fais partie de la commission Open Data de la métropole de Lyon, je vois que ce sujet est un sujet majeur et qu'en fait, effectivement, il faut définir aussi une gouvernance territoriale de la donnée. Et ça pose le problème de l'échelle territoriale de décision. Parce qu'en fait, la gouvernance de la donnée, elle est peut-être potentiellement une échelle différente que l'échelle physique telle qu'elle est aujourd'hui. Je vous prends juste un exemple. La semaine dernière, avec Ronan, on était avec le conseil départemental des Ardennes. On avait le directeur général, le DSI et le directeur du patrimoine. Quand on leur a montré ça, le directeur général a dit « c'est une vision très claire. Je pense qu'avec cette vision-là, on va pouvoir commencer à structurer notre stratégie. » D'accord ? Parce que la gouvernance de la donnée, c'est déjà partir d'avoir une vision générale, éclairée, et de se donner une stratégie. Voilà. Merci. Alors, je passe la parole à Laurent qui va rentrer dans le détail sur des cas concrets énergétiques. Donc moi, je vais passer plutôt à l'échelle du territoire. Donc comment faciliter l'intégration des énergies renouvelables à l'échelle du territoire et ce en lien avec l'efficacité énergétique du bâtiment. Et donc là, on voit qu'il y a une vraie révolution qui est en train d'émerger autour du sujet de la flexibilité. Comment rendre le bâtiment interactif avec les autres équipements du territoire au niveau d'une communauté. Comment développer des nouveaux modèles économiques, des nouveaux mécanismes de marché. Il y a un nouveau code de flexibilité qui est en train d'être créé au niveau européen qui va apparaître en France à un moment donné. Comment mettre en place, comment s'interfacer avec les marchés de flexibilité locaux d'Enedis pour leur permettre de piloter de manière optimale leur réseau. Comment s'interfacer avec les maisons intelligentes qui demain auront du stockage, de la charge bidirectionnelle de véhicules électriques, du photovoltaïque et qui souhaiteront échanger avec leurs voisins leur surplus d'énergie renouvelable. Comment bien évidemment établir des nouveaux critères de performance énergétique, pas de greenwashing, mais vraiment du scope 2 mesuré à la source à partir des vrais électrons qui sont produits dans le réseau électrique. Et enfin, comment intégrer l'électromobilité dans cet environnement? Est-ce que c'est partagé? Est-ce que c'est individuel, etc. Donc là, on est à l'échelle territoriale et il y a des vraies questions à se poser. Et la donnée est au centre, bien évidemment, de toutes ces interactions. Et là, ça intègre aussi la traçabilité carbone de l'énergie. Donc là, c'est un des composants. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? On voit qu'à l'échelle du territoire, étant donné qu'on a ces contraintes réseau, qu'on a cette accélération des énergies renouvelables, ces problèmes de pointe, ces problèmes d'autoconsommation, eh bien, on évolue finalement vers un réseau qui est piloté par le bas, où chaque territoire va s'auto-équilibrer ses énergies renouvelables, partager l'énergie renouvelable. Et ça va impliquer une transformation des bâtiments qu'il y a dans ce territoire, des sites industriels, des infrastructures de charge, et mettre en place des nouvelles incitations tarifaires. Il y a beaucoup de projets en cours, par exemple en France, qui permettent d'échanger des kilowattheures d'énergie renouvelable avec son voisin, et dans lequel la collectivité locale devient un mini-opérateur de marché à l'échelle de cette communauté collective d'autoconsommation. Donc ça, c'est en train de venir, ce n'est pas du rêve.
c'est au centre des règles de marché, des discussions actuelles du market design européen dans lequel je suis pas mal impliqué. Alors sur la comptabilité carbone, qu'est-ce que ça signifie? Bien évidemment, il faut passer dans un mode de comptabilité carbone scope 2 dans lequel on prend en compte l'origine des électrons qu'on consomme. Et là, même chose, les opérateurs de réseau, on va leur imposer de publier en temps réel la quantité d'éolien, la quantité solaire dans le réseau pour être capable de faire le lien en 24/7, toutes les heures, avec la consommation du bâtiment. Donc on ne sera plus dans des calculs théoriques, simulés, etc. On sera dans du réel dans lequel on va lier l'empreinte carbone du bâtiment avec ce qui se passe dans le réseau et dans lequel on va donner une incitation aux gens, potentiellement en lien avec le prix de la tonne de carbone qui aujourd'hui est aux alentours de 100 € de la tonne. Ça veut dire potentiellement jusqu'à 400 € par an pour un consommateur résidentiel. Enfin, on voit qu'il commence à y avoir des incitations non négligeables sur ces modèles économiques. Et tout ça, là on le voit, il s'agit d'interconnecter la donnée qui vient du réseau avec du bâtiment, un peu d'intelligence artificielle, créer un cadre de gouvernance qui permet de le faire, qui protège le consommateur, et on est prêt. Et on arrête tout le greenwashing qui a lieu actuellement autour de la donnée carbone. Ce que je comprends là, Laurent, c'est que pour l'usager, il y a une nouvelle donne qui arrive en temps réel, c'est la traçabilité, enfin l'empreinte carbone, la traçabilité carbone. Donc en fait, il n'y aura pas que le prix du kilowattheure qui va compter, c'est aussi l'empreinte carbone de ce kilowattheure. On va accumuler des tokens d'économie de carbone qu'à terme, on sera capable d'échanger avec des Total et des gros pollueurs parce qu'eux vont avoir à compenser bien évidemment les émissions qu'ils produisent de par leurs activités industrielles, etc. Donc c'est ça l'économie du carbone de demain. Alors là, j'ai mis sur ce transparent un peu à quoi ça pourrait ressembler. C'est très prospectif. Mais finalement, à l'échelle d'une ville, on va se retrouver avec des bâtiments, on va se retrouver éventuellement avec des centrales locales. La ville va acheter une part de son énergie de manière garantie à des centrales éoliennes ou solaires qui ne se situent pas directement dans la ville, mais dans la périphérie, et faire le lien avec tout ce qui se passe dans la ville, ses citoyens, ses maisons, éventuellement du stockage, et piloter tout ça. Alors la grande question, c'est qui va piloter tout ça? Quelle va être la gouvernance pour tout ça? Tout ça n'est pas encore prêt, mais excellente nouvelle. La réglementation énergétique l'a prévu. Donc maintenant, il s'agit de le déployer. OK. Et question pas totalement naïve. Ce que tu viens de présenter là, valable pour l'énergie et le carbone, est-ce qu'on peut dupliquer cette problématique et même ce type d'organisation à l'eau? Absolument. Si on regarde aujourd'hui les discussions en cours, il s'agit d'inciter les gens à moins consommer au-delà d'un certain seuil de quantité d'eau consommée. Donc même logique de tarification un peu moins dynamique de l'eau. Mais on pourrait même aller plus loin. Aujourd'hui, une rivière qui coule, c'est de l'eau qui est perdue. Et donc on pourrait aller vers une tarification autour de la pointe, en lien avec ce qui est stocké localement. On va retrouver ça sur, de mon point de vue, toutes les ressources énergétiques qui ont un impact sur l'environnement. Très intéressant, merci. Alors, on va aller encore sur plus de concret, avec des retours d'expérience. Et là, c'est tout d'abord Christian qui va nous parler d'un réel cas réel, concret, c'est Lyon Métropole Habitat. Oui, je vous ai expliqué un peu la vision multi-écouche, multi-échelle de partage de la donnée. Alors, on n'est jamais dans le monde parfait, donc cet exemple reste imparfait, mais il faut avancer, il faut faire monter, il faut gravir des marches. Là, l'idée, c'est, on est sur le sujet de l'énergie avec un bailleur qui a 1000 bâtiments, donc, et qui dit, moi, j'ai besoin d'un système de management de mon énergie à l'échelle de mon patrimoine, de mes 1000 bâtiments, d'accord ? Et donc, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut structurer une base de données partagée en lien avec son système d'information patrimonial, d'accord ? Et avec son système financier aussi. Il veut collecter en automatique les données énergétiques, de l'eau, les contrôler, suivre les contrats d'exploitation. Il a 17 fournisseurs d'énergie et beaucoup de fournisseurs d'exploitation. Il veut réaliser des analyses spécifiques, de la refacturation d'eau, de la refacturation d'électricité, de chauffage, réaliser des tableaux de bord, suivre les actions du management énergétique et imposer à ses prestataires l'alimentation de son outil. Accessoirement, cette ligne, elle est fondamentale. Il veut reprendre le pouvoir vis-à-vis de ses exploitants. Parce que tous les gestionnaires d'actifs, ils ont beaucoup perdu le pouvoir. Et je pense qu'il faut redonner le pouvoir, parce que la donnée, elle est chez les exploitants, elle n'est pas chez le gestionnaire d'actifs. Et avoir un outil collaboratif. Alors vas-y Emmanuel. Je vais aller vite.
il y a eu deux grandes approches, et c'est un projet qui est en train de se déployer en ce moment sur Lyon. On a amené une stratégie, non pas pour le moment de collecter les 1000 bâtiments, mais 250 bâtiments en instrumentant ces bâtiments. L'objectif, c'est de mettre en place, je vous parlais de mon tronc d'arbre, le début de mon tronc d'arbre. Je dis bien le début parce qu'on n'a pas les moyens de se payer un superbe tronc d'arbre, mais on met le début de manière à ce que ça soit évolutif. Et là, on va faire remonter ça dans une couche qui est une couche d'agrégation de mes données, de suivi de mes données, temps réel de mon bâtiment. Ça, il va falloir 8 mois pour le mettre en place. En septembre 2023, ça sera en place. C'est-à-dire qu'on va remonter des données de température, des données sur des boucles d'eau chaude sanitaires pour regarder des aspects de légionellose et des alertes. Vas-y. Cette approche, elle sera évolutive. C'est-à-dire que mon tronc d'arbre, là j'en suis au début de mon tronc d'arbre, hein, c'est pour ça que j'ai mis. Et puis après-demain, comment on va upgrader fonctionnellement, c'est ça la promesse qu'on doit faire, c'est qu'on ira vers quelque chose qui sera beaucoup plus structuré. Mais il faut y aller doucement. Parce que si on commence à dire à l'échelle d'un patrimoine, il me faut la Rolls, ben je ne me la paye pas la Rolls, donc je ne fais rien. L'objectif, c'est de trouver dans des modèles économiques qui nous permettent d'avoir une vision évolutive. Vas-y Emmanuel. Et là, vous avez en bas de ce que je vous ai montré, on va aussi, mes slides, enfin mes points EDE, on va aussi chercher des données chez les fournisseurs d'énergie, etc., les Enedis et autres. Et tout ça, on va le ramener dans une plateforme qui est en lien avec mon système d'information. Voilà, donc ça, c'est la vision. Voilà. Et conclusion, on commence à mettre en place une gouvernance de la donnée au service de toutes les parties prenantes de l'entreprise. Et c'est là où je pense qu'on voit les vertus de cette stratégie. La direction générale de Lyon Métropole Habitat, demain, elle va directement avoir accès aux données, les grandes données décisionnelles sur l'énergie de son patrimoine. Le service énergétique, il va pouvoir mettre en place, mieux maîtriser sa politique d'achat d'énergie. Lyon Métropole Habitat me disait, l'énergie, dans un espace-temps de 6 ans, la multiplication du poids énergétique, c'est x7. x7. On n'est pas en train de parler d'une bricole, on n'est plus sur le trait de crayon. Donc c'est énorme. Donc pour ça, ils ont dit on ne peut pas traiter 2-3 bâtiments, on doit traiter tous nos bâtiments. La maintenance-exploitation, contrôler la qualité des exploitants, la direction du patrimoine, analyser, comparer la performance des bâtiments entre eux, la gestion du quittancement et de la facturation, donc des gens qui sont des administratifs de l'entreprise, vont taper là-dessus pour pouvoir contrôler les factures et réaliser des régulations de charges. Et enfin, la relation client, amener des informations pour que la relation client, sur ce qui se passe dans le bâtiment, sur mes factures, etc., on ait des explications de texte. Voilà. Merci. Alors, je donne la parole à Ronan qui va nous parler aussi de cas concrets relatifs notamment au BIM-GEM. Oui, merci beaucoup. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, donc je vois le temps qui défile. Je vais essayer d'être assez rapide, mais ce qui ressort de tout ça vraiment, en fait, sur les cas concrets aujourd'hui, en fait, et les projets qu'on accompagne, c'est cette réflexion en toile de fond qui a été reprise depuis le début, qui est comment on met des données en fait au service des stratégies énergie, carbone et RSE. Et donc de quelle information on a besoin, pour faire quoi, où est-ce qu'on va aller chercher cette information, comment on la fiabilise, et puis à partir de là, comment on va pouvoir d'un côté en fait faire de la mesure, de la restitution, du dashboard, des KPI, voilà, alimenter toute cette réflexion de fond. Et puis à côté de ça, en fait, comment on va pouvoir rentrer dans une logique de pilotage sur ces sujets-là. Donc on peut passer sur la diapo suivante. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les projets, mais l'idée c'était de donner un éclairage qui fait écho à ce qui a été évoqué précédemment, avec ces 3 échelles en fait, de bâtiments, de patrimoine et de quartier ou de territoire. Sur le bâtiment, donc, j'ai pris l'exemple en fait, du projet qui est celui de la déconstruction-réhabilitation du siège de la caisse Alsace-Vosges du Crédit Agricole, qui est un projet qui est en démarrage, sur lequel il y a vraiment une volonté très très forte en fait, des équipes de travailler à la fois sur un socle BIM en conduite d'opération, puis mise en place ensuite et utilisation de la maquette numérique en fait, dans l'exploitation-maintenance. Et de coupler cette réflexion-là avec une approche en fait, autour de la mise en place du jumeau numérique. Et donc avec une perspective qui est visée de labellisation R2S, soit 1 étoile, soit 2 étoiles. Donc voilà, ça c'est encore en définition. À l'échelle du patrimoine, 2 POC aujourd'hui, en fait, un qui est fait avec Territoire Habitat 90, qui est un bailleur social sur le territoire de Belfort, qui vise vraiment en fait, ce travail de correspondance de la même manière en fait, entre le socle BIM et la partie en fait, usage et services en fait, à déployer autour du jumeau numérique. Avec un enjeu, on le voit bien dans ces 2 projets-là, hein, sur lequel la partie BIM-GEM, en fait, l'enjeu c'est que le BIM-GEM apporte
tous les éléments à la fois de géolocalisation, de géocontextualisation de la donnée, de travail à un moment en fait pour pouvoir être le lieu d'hébergement en fait du stockage physique des données, et donc toute la correspondance en fait IT et OT qui est importante dans cette logique. Et puis pouvoir en fait à partir de là faire le lien avec les objets, c'est-à-dire avec la partie matière en elle-même, donc les caractéristiques géométriques, techniques des objets en fait qui sont et des composants du bâtiment. Et puis sur la partie quartier, donc il y a plusieurs sujets aujourd'hui. Il y a d'un côté en fait tous les travaux qui sont portés par le Club Smart Grid Grand Est, avec une logique qui est vraiment de pouvoir détecter et accompagner des projets territoriaux en fait autour de la mise en place des réseaux Smart Grid et donc en toile de fond du jumeau numérique. Il y a les lauréats des projets France 2030 qui rentrent là dans les phases de conception. Donc il y en a 3 à proximité sur le territoire. Un sur l'Eurométropole, dont parlera je crois Jérémy en fait sur Mulhouse, et puis un sur le PA. Et puis il y a également, Christian l'évoquait, toutes les démarches en fait aujourd'hui au niveau des collectivités territoriales, notamment une dynamique assez forte des conseils départementaux. Ce qui ressort de ça, et le point commun, on peut passer sur la suite, c'est qu'il y a vraiment une approche en fait commune, très très forte, autour en fait de ces éléments de socle, c'est-à-dire en fait les deux parties en bleu qui sont la mise en place d'une infrastructure smart et puis en fait du SI bâtimentaire, donc avec les 2 éléments qu'on a beaucoup évoqués jusqu'à maintenant, c'est-à-dire toute la logique de convergence de la donnée d'un côté en fait au niveau du building operating system, et puis la correspondance avec la maquette numérique pour ce que j'évoquais en fait sur le lien avec les composants, la géolocalisation, l'hébergement des données matières. Et puis en toile de fond, toute la réflexion qui, elle, est plutôt en fait sur qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ces informations à partir du moment où on les a collectées, où on les a fait converger, où on les met à disposition, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va pouvoir développer comme service ou comme usage. Et j'aurais presque dû même le prendre dans l'autre sens, c'est-à-dire que le point de départ de ces réflexions-là aujourd'hui, et on le voit, et ça remet aussi les utilisateurs que nous sommes en fait au cœur de ces sujets-là, c'est de quoi on a besoin, de quelle information on a besoin pour faire quoi. Je pense que là, vraiment, la question centrale, elle est là. C'est la question, c'est clair. Et après, il y a la question, évidemment, totalement liée à ce sujet-là, qui est celle de la gouvernance. On peut, si on passe sur la suite, donc, j'ai voulu juste reprendre en fait quelques éléments d'enjeu associés, mais qu'on a déjà évoqués, c'est-à-dire une capacité en fait très très forte dans la demande aujourd'hui de ces opérateurs, qui est de dire nous on a besoin de reprendre une forme de souveraineté, une capacité à piloter ces sujets-là sur 3 grands axes de stratégie: la partie énergie, la partie carbone, la partie RSE. Donc avec une approche en temps réel, et y compris sur le patrimoine existant, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a quand même aujourd'hui, il y a des enjeux bien évidemment sur le neuf, mais il y a aussi des enjeux très très forts sur le patrimoine existant. Et donc là, on est dans une logique, c'est ce que disait Christian, on va plutôt être sur des réflexions de comment on peut à la fois commencer à faire des choses rapidement, parce qu'il faut rentrer dans l'action, il faut avoir une capacité à délivrer rapidement aujourd'hui en fait quelque part des relais d'amortissement aussi autour de ces démarches-là, et donc prouver que la mise en place en fait finalement de toute cette infrastructure et de tout ce système, il a du sens. Et en même temps pouvoir laisser le système ouvert pour pouvoir pas à pas en fait faire évoluer, faire progresser cette démarche. Voilà, donc des enjeux autour de la donnée du SI, on en a parlé, mais donc sur le dimensionnement, la traçabilité, avec cet enjeu qui est quelle donnée pour quel usage. Et puis quelque chose dont on a peut-être peu parlé jusqu'à maintenant, qui est aussi l'évolution des métiers associés à ça. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans cette évolution-là, ça remet quand même profondément en fait en cause les organisations dans lesquelles on fonctionne. On est dans une transversalité beaucoup plus forte, on est dans des métiers qui n'existent pas aujourd'hui, qu'il va falloir créer demain. On est dans des métiers en fait, qui vont devoir évoluer. Et donc à ce titre-là, il y a des enjeux à la fois sur la formation et sur l'évolution de ces métiers. Et puis il y a des enjeux sur l'attractivité, puisque on a aussi, comme tout le monde, mais des problématiques de recrutement en fait, et on voit bien que ces sujets-là, l'engagement environnemental des entreprises, la capacité à prouver ces engagements environnementaux, le numérique, sont des vrais vecteurs d'attractivité en fait pour les personnes qui à un moment en fait veulent rejoindre cette filière ou évoluer. Voilà. Et puis sur la gouvernance, évidemment, on peut passer peut-être directement à la suite et pour pas monopoliser trop longtemps la parole. Donc l'idée pour moi sur la gouvernance était de mettre en parallèle en fait d'un côté ce sujet de la gouvernance avec tout ce qu'il agrège et le sujet de la compétence et de la compétitivité, parce que pour moi, ce sont 2 éléments qui sont fortement liés, on va dire, en fait, dans l'approche. Donc sur la gouvernance, ça rejoint tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est-à-dire avec des évolutions réglementaires très très fortes. On sait que très clairement, sur ces évolutions-là, on a parlé de la taxonomie européenne tout à l'heure, on a des évolutions à horizon 2025 où on va devoir prouver, avoir une capacité très très forte en fait à produire des indicateurs et à montrer en fait ce qu'est les matériaux, le carbone embarqué dans le patrimoine, ce qui rentre, ce qui sort, quelle action j'ai par rapport à ça en fait en termes de SG ou en termes de stratégie carbone. Donc il y a vraiment des enjeux en fait très très forts associés à ça. Avec un enjeu de valorisation du bien immobilier. Exactement, ouais, tout à fait, où on voit bien que, alors je ne sais pas si un jour on arrivera
des matériaux qui coûtent plus cher que la surface occupée, mais on n'en est pas là aujourd'hui. Mais il y a quand même une vraie réflexion en toile de fond sur la valeur des matériaux et des équipements qui composent le bâtiment, en fait. Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait de cette valeur? Déjà la mesurer, tout simplement, structurer les filières qui vont avec, et puis ensuite voir ce qu'on va en faire. Donc sur la gouvernance, des sujets autour des évolutions réglementaires, des sujets très forts sur la propriété, la sécurité, l'éthique. Enfin, on voit bien que, tu le disais tout à l'heure, Emmanuel, en introduction, dès qu'on parle de ces sujets-là, on touche finalement en fait, à ce que sont les données qu'on produit les uns et les autres, et donc à des choses qui peuvent être très très personnelles comme publiques. Voilà, et donc il y a ces questions du lien avec les institutions publiques, les institutions privées, quelles données en fait est d'intérêt général, qui est propriétaire de ces données. On parlait du bâtiment tout à l'heure en tant que personne morale. Comment ces éléments sont en interdépendance en fait les uns avec les autres. Voilà, parce qu'il y a une vraie question autour de ça. Et puis, ce qui est quand même une perspective intéressante là-dedans, c'est qu'on voit bien qu'il y a quand même, et c'est pour moi un message qui est quand même intéressant, des possibilités vraiment de ramener ce sujet-là à une échelle très très locale. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans cette question-là, il y a une question de la localisation, en fait, de la production, de la propriété de ces informations et ensuite de la mise à disposition pour différents usages. Et puis sur la compétence, voilà, vous retrouvez les différents éléments qu'on a évoqués. Donc, Merci Roland, c'est passionnant et on voit que ça avance. Peut-être 2 secondes, tu voulais dire que sur Mulhouse, mais... on est exactement dans ce cadre-là. Donc, avec la ville de Mulhouse, il y a un quartier qui s'appelle DMC et il y a une expérimentation qui est réalisée avec EDF sur lequel Spinalcom participe. Et concrètement, on va construire exactement la vision qui est là, c'est-à-dire plusieurs échelles. Le jumeau numérique de chaque bâtiment à l'échelle du bâtiment pour aller consolider les données de gestion énergétique, de gestion de la consommation d'eau, de gestion de l'occupation, le bilan carbone du bâtiment et les bilans financiers des charges à l'échelle du bâtiment, et consolider tout ça à l'échelle du jumeau numérique du quartier, dans lequel on va consolider les informations du bâtiment et des infrastructures, et toute l'organisation de la gestion de la donnée, du partage des données à chaque niveau d'échelle, dans lequel on a finalement simplifié, entre guillemets, en disant on va sous-diviser le problème en des problèmes par bâtiment, puis un problème par quartier. Et tout ça, c'est des expérimentations qui sont concrètes, qui sont en cours pour mettre en œuvre absolument tout ce qui vient d'être dit ici. Et là, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est qu'on va, on va partir des usages, enfin c'est ce que j'ai compris, on part des usages, on pense le bâtiment digital avec un jumeau numérique, et c'est ce jumeau numérique qui va influencer directement sur le bâtiment physique ou le territoire. C'est bien ça? Et oui, dans le cadre même de ce quartier-là, c'est finalement la collectivité locale qui impose une prescription qui est que ce quartier. J'impose que tous les bâtiments soient digitaux, soient munis d'un jumeau numérique et que le quartier ait sa propre plateforme. Donc on prescrit énormément de choses à l'échelle de la collectivité locale. On a bien compris à partir de ça, c'est qu'effectivement, on a inversé la gouvernance locale. C'est une gouvernance numérique qui va influencer une gouvernance physique, si je résume et que je synthétise. Voilà, alors du coup, c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a des nouveaux métiers qui apparaissent avec des barrières aussi. Parce qu'effectivement, quand on voit qu'on tourne la table, forcément, ça te dérange. Et il y a des gens ou des acteurs qui n'ont pas tellement envie que ça bouge. Mais d'un autre côté, on voit que l'informatique ou le numérique est en train de donner le là à l'organisation à l'organisation générale de notre société, des bâtiments, des territoires, et qui remet en cause beaucoup d'acquis. Avec des nouveaux métiers, on a parlé de data scientist, data DSI immobilier, de data opérateur digital du quartier. On a parlé aussi de communauté, de communes digitales, je crois, c'est ça? Donc on voit bien que c'est en train de tout changer. Et des sujets qui étaient pour des fonctions physiques sont des fonctions maintenant digitales. Avec des cadres juridiques qui vont intervenir, différents. Et voilà, tu as l'AMO digital, la maîtrise d'œuvre digitale, la maîtrise d'ouvrage digital, etc. En gros, tous les alter ego de tous les métiers qu'on connaît, mais sur la partie digitale. Et on voit aussi qu'en termes de modèle économique, tout à l'heure, j'ai entendu le mot tokenisation ou token. On va parler de tokenisation du bâtiment, on va parler de token, et ce qui veut dire qu'on va avoir d'autres référentiels et d'autres outils de valorisation, de monétisation que l'euro ou le dollar ou que sais-je. Donc on voit bien que c'est en train de changer et d'apporter une nouvelle dimension. Et tout est lié. Tout est lié. Et à la fin, c'est pour répondre à des enjeux, notamment environnementaux, sociaux, économiques, prégnants.
Juste pour information, je ne sais pas si vous avez eu cette information de la presse de cette semaine, l'endettement immobilier en France, est-ce que vous connaissez le montant? C'est quelque chose, c'est un chiffre quand même important, 1200 milliards d'euros, soit 43% du PIB. Donc on voit bien qu'en fait aujourd'hui, on a aussi un enjeu financier, parce que quand on voit ça, ça veut dire que si on a une dévalorisation potentielle de l'immobilier liée effectivement à une non-efficience, à une non-réponse aux problématiques énergétiques, aux problématiques environnementales, ça a un impact direct sur nos finances. Et ce chiffre, il est multiplié par 4 aux États-Unis, avec une nécessité de rembourser pour 40%, c'est-à-dire 4 400 milliards et donc 2 200 milliards qui doivent être remboursés dans les 3 ans qui viennent. Donc on voit bien qu'en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est possible que ça aille assez vite pour des raisons effectivement économiques. Alors peut-être il y a 2-3 questions, mais pour répondre aussi à toutes ces problématiques, ce que je voulais vous dire, c'est que il est temps de se poser cette question de la gouvernance de la donnée, non seulement dans le bâtiment, mais de manière transversale. On a parlé de l'eau tout à l'heure, mais on aurait pu dire que c'est le même schéma pour les déchets, et puis même pour les données de santé, pour d'autres données. Et donc, effectivement, la nécessité de se poser la question de la gouvernance de la donnée dans notre société et accompagner tous les acteurs, publics, privés, sur comment gérer ces données, comment avoir une vraie politique de gouvernance de la donnée, se réapproprier la donnée pour effectivement de nouveaux modèles. D'où la Data Governance Alliance for Smarter Citizens qui a été créée hier et que je vous invite à reconduire. Je pense que le temps est compté, donc je vous invite à venir discuter avec nous ici pour en savoir un peu plus. Mais j'espère vous compter nombreux avec nous. Juste aussi, je vous invite à regarder sur nos posts LinkedIn respectifs et le mien. On a publié aussi dans la continuité de cette réflexion autour de la gouvernance de la donnée, on a publié le résultat d'un travail de 1 an et demi de réécriture des droits de l'homme, 1789, à l'heure du numérique, en posant 3 principes fondamentaux. Je vous les donne, mais je n'ai pas le temps de les étayer. Le principe de consubstantialité de la donnée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier la donnée de l'objet ou de la personne qui en est à l'origine. Et c'est fondamental, c'est bien ce qu'on vient de dire ici. Le principe de subjectivité de la donnée, c'est-à-dire qu'en fait, in fine, il faut que ce soit l'être humain qui ait le dernier mot et non pas la machine. Et si on parle d'algorithmes, il faut qu'on connaisse l'intentionnalité des algorithmes. C'est fondamental. Il ne faut pas laisser notre société gouvernée par des algorithmes et des données dont on ne connaît pas l'origine. Et enfin, le dernier principe, c'est le principe de la subsidiarité, c'est-à-dire avoir un processus de décision dans la gouvernance de la donnée qui est du plus petit vers le plus grand, donc un processus ascendant et non descendant. C'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure, on est sur du mode local. Et c'est, comme tu l'as dit Laurent, c'est d'abord l'usager qui va décider de l'octroi et de dire si sa donnée, elle peut être utilisée et sous quelles conditions, dans le temps et juridique et économique. Merci et à très bientôt.